Bonjour à toutes et tous. Nous voici aujourd'hui avec Richard, ancien militaire, qui va témoigner sur son burn-out, son épuisement professionnel. Et c'est vrai que dans cette catégorie, cette profession, on n'entend pas souvent des personnes parler de leur épuisement parce que, il nous le dira tout à l'heure peut-être, les émotions n'ont pas beaucoup leur place dans leur quotidien. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Donc, je me présente, moi je suis Annie Fuchsmann, je suis sophrologue spécialiste de l'accompagnement du burn-out et je suis également présidente d'une association qui s'appelle Collectif Burn-out. Nous accompagnons le burn-out en pluridisciplinaire avec des suivis individuels. Nous avons également des groupes de parole que nous animons tous les mois avec des thématiques en lien avec le burn-out et puis également des ateliers pluridisciplinaires. Donc, merci beaucoup Richard d'avoir accepté cette invitation. J'aimerais maintenant que tu te présentes et que tu nous dises pourquoi tu as accepté cette invitation et un petit peu te présenter. Ok, bah merci Annie en tout cas de l'invite. Et c'est bien parce que tu t'éclaires une chose dont j'avais mis un peu de côté là. C'est le mot burn-out. Euh, Moi, pour faire simple, là, j'ai fait une carrière dans l'armée. Actuellement, je suis toujours militaire hein, en période de reconstruction, reconversion. Et avant d'aller un peu plus loin sur ma présentation, moi j'ai été reconnu blessé en opération suite à un traumatisme, en fait un bombardement. Et puis une mission qui a mal tourné 15 jours plus tard, où il y a eu camarades à moi qui sont morts au combat. Et ça me permet de faire la différence entre le trauma et puis le burn-out. Et je pense que j'ai été victime d'un traumatisme lors de cette opération en 2012. Et puis le fait de ne pas mettre de mots dessus et de continuer avec, bah, tu l'as dit tout à l'heure, le déni en fait, de pas me rendre compte que j'étais un peu en train de sombrer, bah, ça a conduit justement à cet épuisement mental qu'on appelle burn-out, avec tout simplement de l'hyperstress, une surcharge mentale, beaucoup de missions, beaucoup de choses à gérer jusqu'à ce que mon corps me, me rattrape en fait. Donc voilà, moi j'ai eu une belle carrière dans l'armée, je me suis bien amusé, j'ai eu des belles, comment dire, des belles responsabilités. J'étais guideur aérien et guideur artillerie en unité d'appui. Donc, j'allais appuyer différentes unités en opération, hein, que ce soit de l'armée régulière, infanterie, cavalerie, comme de l'armée un peu moins conventionnelle, type la Légion ou les forces spéciales étrangères. Euh, voilà, ça m'a permis de toucher un peu un large panel des missions qui sont dévolues dans l'armée, comme un peu toutes les unités où j'ai bossé avec bah, beaucoup d'unités, hein, infanterie, cavalerie, comme je le disais, mais aussi l'arme du train, les pilotes hélico, les pilotes de chasse, dernièrement les pilotes de drone Reaper, et puis des unités aussi comme le 61. J'ai bossé aussi avec la marine parce que j'avais la qualif aussi de l'artillerie depuis les bateaux. Donc j'ai bossé avec tous ces milieux-là qui m'a permis de comprendre une chose, c'est que la sursollicitation dans notre armée, en fait, la sursollicitation mentale, bah, elle conduit, on n'est pas des surhommes, en fait, même si on a la chance de se connecter à la nature souvent, de faire du sport, et bah, cette surcharge, elle conduit à un épuisement mental qui va être professionnel, mais aussi personnel. Donc moi, ça a été mon cas. J'ai divorcé en 2018 parce que l'épuisement, parce que cette surcharge, ce déséquilibre total entre vie perso et vie pro. Voilà, j'avais mis tous mes yeux dans le même panier, à préférer mon travail plutôt que ma vie perso. Et ça a conduit justement bah, voilà, à ce burn-out, à des comportements déviants, et puis pas mal de petites mésaventures que j'essaye de poster et de décrire un peu sur les réseaux. Voilà, ça me sert un peu de catharsis pour moi me vider un peu l'esprit et aussi expliquer aux gens ce que j'ai mis en place pour m'en sortir
et continuer d'avancer. Voilà, j'espère que c'était clair la présentation. Dis-moi si. Oui, très, très, tout à fait. C'est hyper intéressant, en fait, justement, le fait que tu ne sois pas resté que dans une unité bien précise et que tu aies pu tester plusieurs unités. Donc, ça t'a permis d'avoir un panel beaucoup plus large, en fait, que le commun des mortels plusieurs escadrons. Euh, donc, ce que j'ai envie de te proposer maintenant, ça serait de justement mettre un focus bien précis, parce que au vu de ce que tu nous expliques, visiblement, il y a à la fois du stress post-traumatique qui a potentiellement entraîné un épuisement professionnel, et puis il y a la sphère privée, comme tu le disais, qui était finalement mise de côté. Euh, Ce qui peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent, ça serait de connaître un petit peu ces caractéristiques de l'épuisement professionnel. Donc, il faut savoir qu'il y a une vraie différence entre le burn-out et la dépression, dans le sens où le burn-out, les personnes vont être toujours en activité, en suractivité. Tu le disais tout à l'heure, en hyper-stress. À partir de 3 mois d'un stress continu, on peut considérer que c'est du stress chronique, ce qui fait que on n'en a pas forcément conscience, mais le corps nous envoie quand même des signaux, des douleurs petit à petit, une douleur, puis une autre, puis une autre. Et il faut savoir que dans l'épuisement professionnel, les médecins ont répertorié 132 symptômes différents, d'où la difficulté parfois à poser un diagnostic. Ce qui fait que cette suractivité va mener un jour à l'épuisement. Et la vraie différence avec la dépression, c'est que en cas de burn-out, on est dans toujours la volonté de faire et ne pas s'arrêter. Alors que la dépression, c'est complètement l'inverse. On va être dans enfermé et une difficulté à aller de l'avant. Mais quelquefois, les deux peuvent être en parallèle. On peut avoir à la fois du burn-out et de la dépression qui sont contigus. Donc ça, c'est important de mettre en avant ces éléments. Et puis, il faut savoir que ce fameux épuisement professionnel existe depuis 1970. Une définition a été posée par l'OMS à l'époque. Et c'était plus en lien chez les soignants. Ça avait été repéré surtout chez les soignants. Mais on se rend compte qu'aujourd'hui, clairement, toutes les catégories de population sont touchées et pas seulement les personnes qui ont des responsabilités. Ça touche également aussi des ouvriers, par exemple, et ça touche aussi des personnes qui sont en N0 et qui n'ont pas forcément de responsabilité. Aujourd'hui, ça touche 2 500 000 personnes en France. Donc, ça commence à être un chiffre qui est de plus en plus important. Et on dit qu'à horizon 2050, euh, ça risque de toucher plus d'un quart de la population. Donc, c'est quand même, ce n'est pas rien et c'est une vraie prise de conscience que les gens doivent avoir à l'heure actuelle et que ces problématiques mentales qui, en 2024, c'est bien dommage, on considère encore que les problématiques mentales égale folie. Pourtant, on est en 2024 et il y a toujours cette chape de plomb au-dessus des personnes qui traversent ces moments difficiles et le manque de considération. J'ai échangé par exemple ce matin avec une personne qui me disait quand on parle de son cancer, aujourd'hui, c'est plus facile à échanger sur sa problématique avec son cancer que si vous parlez de maladie mentale. Et d'ailleurs, l'entourage ne comprend pas, souvent ne comprend pas, ne vit pas ce qui se passe pour les personnes et ne comprend pas pourquoi la personne est en recul, pourquoi elle est isolée, pourquoi elle n'arrive plus à avancer, alors que cette personne était hyperactive auparavant. J'aimerais maintenant faire un petit focus sur une étude que j'ai trouvée sur tout ce qui est risques psychosociaux liés avec les militaires. Et donc, on a échangé un petit peu tout à l'heure, Richie, sur ces problématiques. Il faut savoir que partir au combat avec un risque de
potentiel de ne pas revenir. Donc, il y a un lien avec la mort qui est quand même très intense, très important. Même si quand vous vous engagez dans l'armée, vous vous engagez potentiellement à vie, parce que c'est un engagement qui vient du plus profond de vous-même. Mais malgré tout, vous êtes quand même confronté à une problématique souvent peut-être de hiérarchie, parce que vous, je dirais, vous vivez un petit peu en meute, un peu comme les loups, et quand vous êtes en groupe, bah, la problématique, c'est autant vous pouvez avoir beaucoup de liens très forts, autant il peut y avoir aussi des dissensions entre les individus. Puis tu l'exprimais aussi très bien tout à l'heure, cette problématique de déséquilibre très intense entre vie perso et vie pro. Et puis, un petit chiffre, juste pour terminer cette présentation, que j'ai trouvé sur une étude qui date de 2018, qui est un petit peu loin maintenant, mais où visiblement les militaires ont été questionnés sur leur bien-être au travail et les chiffres qui étaient ressortis, avec lesquels tu n'étais pas forcément d'accord, tu nous le diras tout à l'heure, cette étude disait que 69% des militaires se sentaient bien au travail. Alors, j'ai envie de te demander de réagir par rapport à ces chiffres. Euh, ok, j'entends ces chiffres. Après, je pense qu'il est important de faire le distinguo. Euh, et ça, je vais te partager un truc que moi j'ai analysé. Et ça, je parle pas pour mes camarades ni pour l'ensemble du système. Mais selon moi, il y a vraiment le distinguo à faire entre les unités combattantes et les unités un peu de soutien. Euh, D'après ma vision et mon expérience, j'aime bien la loi de Pareto pour imager ça. C'est la loi des 80-20. Dans l'armée, en général, tu as 80% des unités qui vont rester en France ou qui vont être engagées sur des opérations intérieures ou des missions intérieures, et seulement 20% qui vont être déployés en mission à l'étranger. Sur ces 20% qui vont être employés à l'étranger, tu as toujours 80% qui vont rester sur la base et tu en as 20% qui vont être engagés en dehors de la base. Et encore sur ces 20% engagés sur des missions extérieures de la base, tu en as 20% qui vont un jour connaître une action de feu ou être engagés directement, et 80 autres qui vont peut-être rester en soutien ou en appui. Ça, attention, c'est que mon analyse. Est-ce que j'ai potentiellement d'expérience à analyser, remarquer et expérimenter? Donc forcément, il y a ce lien aussi que tous les militaires ne sont pas forcément engagés. Il y a énormément de soutien, il y a énormément de gens qui connaissent, entre guillemets, je le dis sans a priori ou sans dénigrer personne, mais qui vivent un peu la vie de quartier, d'accord, du 8h, 17h, en fait. Et tu as une autre partie de l'armée, en fait, bah, qui va être un petit peu sursollicitée. Je pense à mes camarades du train, je pense à mes camarades des unités de mêlée, je pense à mes camarades des unités transmission. Enfin voilà, il y a d'expérience. Moi, j'ai fait 3 mandats successifs au Mali, d'accord, 2015, 2017, 2019. Et sur ces 3 mandats, bah, j'ai revu souvent les mêmes personnes. D'accord. Il y a des gens que je revoyais régulièrement. Je pense aussi à mes camarades du deuxième RH. Voilà, je revoyais souvent les mêmes têtes, en fait. Euh, et ça, en fait, bah, ça joue aussi sur l'engagement peut-être la baisse de morale, le burn-out, des militaires au niveau des chiffres. Donc, c'est pour ça, les 69%, je pense que tu peux inverser la tendance dans les unités opérationnelles, Bien sûr. celles qui sont déployées, et les autres, je te dis, qui ont une vie un peu plus sédentaire, personnes dont on a énormément besoin, hein, bien sûr, mais qui ont peut-être, en niveau stress, surcharge et peut-être lien avec la mort en termes de risque, une autre sensibilité. Bien sûr. Donc, on pourrait dire que dans les 20% des militaires qui sont engagés sur le terrain, potentiellement, on aurait plus de 70% de personnes qui sont potentiellement en mal-être au travail. C'est ce que tu nous Bah, dis. bah, je te dis, en termes de chiffres, je ne veux pas m'avancer, Bien mais sûr, bien sûr. moi,
moi, j'accompagne ces gens-là, en fait. Moi, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que toutes les personnes ou une grosse majorité des personnes qui ont été engagées dans des actions de feu, aujourd'hui, elles sont, elles sont encore dans un mal-être. Les gens d'Ouzbin, par exemple, j'ai des gens qui ont participé à Ouzbin en 2008, et il y a encore un énorme mal-être aujourd'hui. Voilà. Et c'est pour eux que je me bouge un peu les fesses et que je fais ce que je fais. Parce que pour moi, c'est pas normal de laisser des gens qui ont servi, qui ont été au-delà de leurs capacités, souvent physiques ou mentales, émotionnelles, etc. Et qui éprouvent, c'est même plus que le mal-être, hein, c'est des envies de suicide, c'est des gens qui sont des réelles bombes à retardement. Hier, j'ai conduit un de mes camarades en prison, d'accord, parce qu'il s'était battu de manière assez violente, alors que c'est quelqu'un qui a voilà, qui a des grosses missions derrière lui, qui avait des grosses responsabilités, qui est gradé en plus de ça, euh, mais qui se retrouve isolé, qui a peur d'en parler, qui certes, oui, est plus qu'en burn-out et en traumatisme, et qui, aujourd'hui, par orgueil, souvent, on n'ose pas étaler un petit peu nos faiblesses. Bien sûr. La vulnérabilité de vivre ce qu'on vit, elle est très peu comprise par le commun des mortels, on va dire le monde civil, et encore plus par d'autres personnes qui, je te disais, là, les unités qui connaissent pas forcément l'engagement comme on l'a vécu, des fois c'est difficile d'en parler et on se retrouve souvent seul. Je sais pas si je me suis un peu écarté dans ce que je disais, mais Non, non, mais c'est très bien parce que c'est hyper intéressant. Et moi, maintenant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton témoignage, justement, de précisément les traumatismes que tu as pu rencontrer au combat. ouais, ok. Bon, déjà, sache que j'en parle très librement aujourd'hui parce que j'ai eu la chance, on va dire, de suivre une thérapie un peu expérimentale en Suisse. D'accord, c'est légal là-bas. Et ça m'a changé la vie, ça m'a sorti de ma colère et de mes démons et de prendre beaucoup de hauteur sur ce que j'ai vécu et de pouvoir en parler comme ça. Moi, je vais la faire courte. Bon, j'étais assez jeune, j'avais passé une qualification au temps et je me suis vite retrouvé engagé en Afghan, qui était une mission, on va dire que ouais, j'étais pas à la hauteur de cet engagement. C'était assez violent. Il y avait énormément de stress, il y avait énormément d'opérations où on se faisait engager. Et voilà, pour la faire courte, 3 semaines après mon arrivée, moi, je me suis fait bombarder, en fait. J'ai reçu des tirs sur ma position. Donc là, ça a déclenché ce qu'on appelle une effraction traumatique, qui ensuite m'a provoqué des paralysies pendant presque 10 ans. Dès que j'avais un petit coup de stress, en fait, Et tu réagissais très fort, le voilà, corps. j'avais la partie gauche de mon corps qui se paralysait. Encore aujourd'hui, j'ai des petites sensations et j'ai des petites paralysies moins fortes que pendant cette période où j'étais en burn-out, tu vois, vraiment. Et 15 jours après, donc le 9 juin 2012, avec l'unité avec laquelle j'étais, il y a un suicide bomber s'est pointé dans le dispositif, s'est fait exploser. Et là, j'ai perdu 3 de mes camarades de mon régiment, plus un mec de Lyon et 2 interprètes. Il y a eu 9 blessés physiques, d'accord, qui ont été évacués, et 9 blessés psychologiques qui ont été aussi évacués, retour en France directement. Voilà, ce qui a été dur, c'est qu'après, il restait 5 mois de mission en fait à faire. Et sur les 5 mois, on s'est fait engager de manière régulière, mais avec ce début de mission qui avait été compliqué. Voilà, on est vraiment resté accroché là-dessus sur ce premier mois et demi. Et ça a été assez violent, en fait, parce que beaucoup d'alcool, parce que la difficulté d'en parler, de verbaliser, les chefs qui nous disaient, OK, les gars, des morts, il y en a eu, il y en aura d'autres. On continue la mission, Mm. ce qu'on a fait, en fait. Mais clairement, voilà, ça nous a. Je ne vais pas dire que ça nous a détruit parce que ça serait pessimiste, tu vois, mais ça a eu un impact clair sur la famille, hein. Beaucoup de mes camarades ont continué à fuir dans l'alcool, et moi le premier. Beaucoup de divorces, Oui, des euh, addictions qui peuvent se développer dans des cas comme ça. des addictions, un gros mal-être.
Et puis l'incapacité d'en parler, le déni, la honte, en fait. Enfin, moi, ce que je faisais vivre à ma famille, moi, j'étais très violent avec ma femme et mes enfants. Bah, j'avais honte d'en parler. Ma femme aussi avait honte d'en parler. Et c'était normal, en fait, parce qu'on n'avait pas les mots. Et malheureusement, alors, soit on n'écoutait pas, soit on n'a pas eu l'info, mais de mettre des mots sur, comme burn-out, comme stress post-traumatique, comme identifier les symptômes, se réfugier dans l'alcool, non, c'est pas sain. Avoir beaucoup d'irritabilité à la moindre réflexion, c'est pas sain. Fuir dans le sport 3 fois par jour ou picoler le matin et le soir jusqu'à 3 heures du mat, c'est pas sain non plus. Donc, tu vois, tous ces petits symptômes, problèmes de sommeil, les cauchemars, les reviviscences, l'incapacité enfin, ou la capacité à faire toujours plus, 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 Mm. tu vois, sans jamais s'arrêter. Moi, à un moment donné, je fuyais dans les missions. Voilà, dès qu'il y avait une mission, je disais oui, petite, grosse, peu importe. Dès qu'il y avait un truc à faire, j'étais volontaire. Et c'était ma fuite. Mais à un moment donné, à aucun moment, si je prends l'analogie d'un ordinateur, à aucun moment donné, j'ai fermé les fenêtres et j'ai mis mon ordinateur en pause. À aucun moment donné, j'ai décidé de partir en vacances et de me dire, OK, bah, pendant 3 semaines, je souffle. Parce que ça non plus, tu vois, je pensais que ça allait T'autorisais passer. pas, tu te l'autorisais pas de souffler. Je me l'autorisais pas, je pensais que ça allait passer, je pensais qu'il fallait faire toujours plus de sport, toujours plus de missions, toujours plus de reconnaissance pour guérir de ça. Et voilà, pour te donner un peu le déclencheur du moment où je me suis rendu compte de tout ça, c'est que j'ai un camarade déjà que j'avais pas vu depuis 15 ans qui m'a fait un état de la situation, hein, qui m'a dit dans les yeux ce qu'il voyait. Et cette personne-là, elle m'a inscrite à une formation dans l'armée qui s'appelle les techniques d'optimisation du potentiel. Ouais. D'accord, c'est la préparation mentale pour les militaires. Et il m'a inscrit à cette formation qui a duré 6 mois. Et le premier cours que l'on a eu, que l'on a reçu, c'était de s'allonger sur des tapis, de fermer les yeux et de respirer profondément. Oui. Et ça, en fait, si tu veux, ça a été un petit peu la boîte de Pandore qui s'est ouverte. Moi, j'ai décompensé, clairement, j'ai pleuré et j'ai compris le drame que je faisais vivre à ma famille. C'était assez violent. Et là, en fait, je me suis dit, bah ouais, en fait, ce que je vis, c'est pas normal. Ce que je vis, bah, c'est de la honte et de la culpabilité quand je repense à tout ce que je fais vivre à mes proches. Et puis, j'étais en train de me détruire, en fait. C'était de l'alcool tous les jours. Dès le petit déjeuner, il y avait beaucoup d'alcool. En popote, le midi, l'après-midi, le soir. Et ça, en fait, bah, cette formation en préparation mentale, juste le fait de respirer, de fermer les yeux, de prendre du temps pour soi, d'identifier les douleurs, les tensions, et de réussir à les évacuer, d'accord, bah, ça a permis dans le cerveau, ça m'a libéré l'amygdale, d'accord, Ah. ça a libéré un petit peu la partie qui est dans l'affect et qui est dans l'émotion et les, enfin, les énergies vives, on va dire. Et ça m'a permis de reprendre un peu le contrôle et l'analyse avec mon cortex préfrontal et d'analyser ce qui se passait. Et ça, voilà, c'est pour ça que je me lance aujourd'hui dans la préparation mentale, hein, depuis 5 ans maintenant. Donc, tu es C'est que, coach top, méthode top, en fait, c'est ça? alors, j'ai utilisé la méthode TOP, je l'utilise un petit peu, maintenant je vais un peu plus loin. J'ai eu la chance d'aller faire un diplôme universitaire à Lausanne, d'apprendre d'autres techniques et surtout de passer un diplôme de coach qui m'a beaucoup aidé sur mon approche et bah, en tant que personne, d'humain à humain, en fait, pour pouvoir justement laisser l'autre aller trouver sa solution tout en lui donnant les outils pour gérer son système nerveux. Voilà, la clé, c'est vraiment ça, c'est la gestion du système nerveux dans un premier temps. Le burn-out, c'est juste une suractivation du système nerveux sympathique. Exact. Voilà, on est à fond tout le temps. Et ben, c'est comment on apprend à appuyer sur la pédale de frein. Voilà, Ou à élever la pédale d'accélérateur aussi. alors d'abord à lever la pédale d'accélérateur, tu fais bien de le dire, et ensuite comment on appuie sur le frein, comment on prend ses Doucement, virages, doucement aussi. voilà, Ah, doucement, sans mettre de gros à-coups, etc. Et ça, je pense que c'est un truc, ouais, qu'on devrait avoir dès l'école. C'est un truc dont devraient être formés tous les militaires. Et aujourd'hui, c'est pas le cas, malheureusement, il faut le dire les choses. Quand j'étais en formation, il y avait très peu d'unités combattantes qui étaient présentes.
Il y avait essentiellement du bureau des sports et de l'infirmerie. Mm. Il y avait quelques-uns de troupes d'élite, GIGN et RAID, mais dans l'armée régulière, les unités combattantes, bah, malheureusement, c'est pas la majorité. Alors que c'est là, moi pour moi, c'est encore mon avis, c'est là qu'il devrait y avoir un maximum de mecs formés à ça, Oui. parce que le chef de groupe, quand il est avec son groupe, bah, c'est là qu'il faut les gérer, les gars. C'est avant la mission leur apprendre, mais surtout pendant, quand on monte vite en stress, comment on utilise son système physiologique pour se réguler. Et Voilà. est-ce que justement, en fait, est-ce que tu peux nous dire si c'est... donc tu nous disais que les unités, elles n'étaient pas forcément beaucoup formées à la prépa mentale. Est-ce que malgré tout, comment finalement les personnes qui partent en mission, si elles ne connaissent pas forcément cette méthode qui est top, parce qu'en l'occurrence, moi je l'ai déjà expérimenté, et il y a des éléments de sophrologie dedans d'ailleurs, en fait, finalement, comment ces personnes se préparent à partir au combat? Est-ce qu'ils y vont de toute façon, ils doivent y aller et il n'y a pas le choix et on y va? Ou alors, est-ce qu'il y a quand même un petit peu de prépa de la part des instructeurs pour leur dire, bon, bah, aujourd'hui, ça va être ça notre mission et on va avoir tel positionnement et est-ce qu'ils sont un petit peu préparés à ça ou pas du tout? Alors, je pense que la préparation, la formation dans l'armée, il y a des très très bonnes choses. Il y a une chose qui s'appelle le drill, d'accord? C'est la répétition des fondamentaux de ce qu'on va faire en mission. Hmm. Donc ça, c'est très très bien, c'est très belle approche. C'est toujours très structuré en fait à l'armée. J'aime bien parce que je bosse beaucoup en ce moment avec ça dans le civil. C'est les fiches de séance, d'accord? Quand on fait un cours, quand on enseigne quelque chose dans l'armée, on part toujours de l'objectif, d'accord? À la fin de la séance, les élèves seront capables de. On identifie comment dire, les points principaux, les points clés, et on déroule avec toujours la phase de retour et d'action, en fait, de mise en action de ce qu'on a appris. Donc ça, c'est des choses qui sont très bien d'un point de vue technique, on va dire. Pédagogique? Euh, mais néanmoins, donc ça joue bien sûr sur le mental, hein, ça nous conditionne, ça nous Hmm. forge, ça nous donne de la confiance quand on fait de la répétition. On sait exactement où on doit aller, ce qu'on doit faire. Maintenant, en effet, sur l'autonomie au niveau de notre système nerveux, qui soit physique, mental, émotionnel et même voire énergétique, d'accord, j'aime bien parler d'énergétique, bah, je pense qu'il y a encore des choses à voir et à apprendre, même si j'imagine que voilà, ça se met en place doucement et que ça avance. Maintenant, je vais te donner, moi, encore une fois, mon avis d'expérience. Pour avoir formé pas mal de gens à la méthode top dans l'armée, dans les unités de combat, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'une fois que tu as les outils pour te gérer, une fois que tu as les outils pour prendre un peu de recul sur les choses, pour mettre du calme, et bah, tu as aussi du temps pour réaliser que tu n'es peut-être pas à la bonne place. Et ça, je comprends pourquoi, je veux le dire là, hein, pourquoi mon chef de corps avait refusé que je fasse trop de séances à un moment donné. Je pense qu'il avait cet état d'esprit et qu'il l'avait bien compris. C'est qu'à un moment donné, quand tu comprends que tu es 200, 300 jours de l'année engagé loin de ta famille, que tes valeurs principales, c'est peut-être la liberté, le bien-être, l'épanouissement, la nature. Je crois que la nature, voilà, je mets une parenthèse, bah, tu n'as peut-être pas envie de passer 4 mois en plein désert, dans un véhicule blindé, loin de tout, à te faire bahuter parce que là-bas, il n'y a pas de route et que forcément, bah, ton dos, il ramasse. Oui, Euh, forcément. Hmm. et voilà, bah, tu penses autrement en fait. Mais, mais voilà, je pense pour ceux qui a, enfin, la préparation mentale, elle a de son utilité. Et je pense que si on l'avait de manière plus intégrée dès les classes, oui, forcément, on pourrait amener on pourrait amener des belles choses dans l'armée et peut-être avoir un autre état d'esprit parfois qui, bah, d'une, qui coûte cher à l'institution, à l'État, Ça veut parce dire que formation. le taux d'attrition dans l'armée en ce moment, il est énorme.
Pareil, j'aime bien parler de chiffres, hein. Moi, les derniers chiffres que j'ai eus, c'était 70%. Après, pareil, je ne les ai pas vérifiés, mais je vois bien mes camarades qui s'en vont de l'institution un petit peu fatigués, aigris, perturbés, tu vois, par l'intensité des engagements et certaines façons de faire. Et voilà, on pourrait, je pense, du haut jusqu'en bas, parce que nos chefs, faut pas les oublier, ils sont aussi soumis à de forts stress, hein. Je pense qu'on pourrait avoir une autre réflexion et un autre rapport dans la prise de décision, dans notre engagement, dans le rapport à l'humain surtout. Et selon moi, ça pourrait faire du bien, ouais. Est-ce que justement, tu as l'impression que, par exemple, quand vous faites une préparation au combat hors méthode top et hors méthode prépa mentale, est-ce que potentiellement l'idée c'est plus ou moins de surtout pas écouter ses douleurs, ne surtout pas écouter son corps, parce que finalement, tu le disais tout à l'heure, dans ce cas-là, tu pars pas au combat. Si tu commences à écouter un petit peu ce qui se passe, finalement, bah, si tu écoutes trop les douleurs, ton corps, il ne veut plus avancer, en fait. Qu'est-ce que tu... Alors, je vais te dire ce que j'en pense. Oui, il y a un peu de ça. Maintenant, moi, j'ai eu la chance, j'ai expérimenté la méthode top quand je suis parti sur mon dernier déploiement au Mali. Et j'ai décidé de former mon équipe à la méthode et de mettre en place justement cette conscience. Euh, et oui, je pense que des fois, on a des engagements ou des préparations qui sont un peu rudes, tu sais, toujours plus, plus, Bien plus. sûr, oui, Mais le fait qu'on n'arrive pas, qu'on n'ait pas les outils pour bien se gérer, je vais te dire un truc très simple. Dans la méthode top, il y a ce qu'on appelle la micro-sieste, d'accord, qui n'est pas la méthode top, c'est connu, mais juste de fermer les yeux 5 minutes. On a aussi la déconnexion flash. Voilà, il y a quelques outils. Bah, juste d'avoir ces outils, ça permet, et pour l'avoir vécu, c'est comment dire, c'est vraiment puissant, qui permet d'aller au-delà de ce qu'on fait d'habitude, parce que le corps et l'esprit est reposé. bien sûr. Le corps et l'esprit est rechargé. Et je raconte vite fait l'histoire. Mon dernier Mali, j'ai emmené une équipe très jeune, d'accord, un sergent qui n'était jamais parti en OPEX. J'ai intégré une femme en équipe JTAG. Voilà, c'est a priori la première femme en France à être au sein de ces équipes-là. Et puis un vieux caporal-chef. Enfin, un vieux, je me comprends. Et d'habitude, on ne prend pas de jeunes. On ne prend pas de personnes inexpérimentées pour aller sur ce genre sur ce genre de théâtre. Et en fait, le fait de les avoir formés à s'autogérer, à comprendre leur système nerveux, à faire des siestes quand ils en avaient besoin, à écouter leur corps, ça leur permettait d'être 100% autonomes et de prendre encore plus de confiance sur ce que je leur demandais. Mm. Et c'était la première fois de tous les engagements. Moi, j'ai fait une paire de déploiements en mission, hein. C'était la première fois où on avait identifié un petit peu nos facteurs et nos leviers motivationnels, qu'on avait identifié la réussite pour nous de la mission de manière collective. Et c'est la première fois où, à la fin d'une mission, j'avais 3 personnels qui avaient le sourire, qui étaient contents de ce qu'ils avaient fait, qui n'étaient pas épuisés. D'habitude, les mecs, ils revenaient, ils étaient totalement épuisés, il y avait de la colère, il y avait des embrouilles en fin de mandat, il y avait de l'alcool. Euh, et c'est la première fois où le sergent a décidé de continuer sa carrière et de passer officier. Le personnel féminin qui était première classe, elle a décidé de passer sous-officier. Wow. Et ouais, ça m'a agréablement surpris. Donc c'est une expérience minime, mais les autres missions, c'était pas ça, très clairement. Et le caporal-chef, bah voilà, il a fini sa carrière, lui, et il a rebasculé en milieu civil. Mais ce qui était bien, c'est que voilà, on avait tous le sourire en fait. On avait tous cette fierté d'avoir accompli la mission et tous l'envie de se réengager et de continuer. Super, et c'est hyper puissant, en fait, ce que tu nous rapportes là. C'était assez puissant, ouais. Est-ce que tu pourrais nous parler justement des valeurs, les fameuses valeurs, celles pour lesquelles tu t'es engagé en t'engageant dans l'armée?
Est-ce que justement dans ton burn-out, parce que ça on le repère très très souvent, il y a justement un déséquilibre entre les valeurs personnelles et les valeurs de l'institution ou les valeurs professionnelles. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus par rapport à ça? Ouais, ouais. Ouais, moi, j'ai découvert mes valeurs très tard. En fait, j'ai compris. Bon, voilà, les valeurs de l'armée, c'est l'engagement, c'est la résilience, c'est le dépassement de soi, c'est la camaraderie, c'est la fraternité d'armes. Toutes ces valeurs, en fait, je les ai découvertes dans l'armée. Elles m'ont, elles m'ont tout de suite attiré et correspondu. Enfin, j'étais vraiment à l'aise avec ces valeurs-là. Et c'est vrai que dans la phase de surcharge, bah, personnellement, je me suis pas senti respecté en tant qu'être humain. Dans le sens où, quand je suis revenu de ce mandat-là, je te disais le troisième Mali, moi, j'avais décidé de divorcer un an avant, enfin quelques mois avant, plutôt, ouais, un peu moins d'un an avant. Et je suis rentré le 1er octobre. Et le 4 octobre, donc 3 jours après, on m'a demandé de repartir en février. Et quand j'ai expliqué que j'avais besoin de faire une pause et de gérer mon divorce, parce que là, j'étais complètement dépassé, là, il s'est passé quelque chose. Tu sais, j'ai eu le sentiment. Donc, pareil, j'imagine que le burn-out crée un peu cette paranoïa, mais j'ai eu le sentiment, voilà, qu'on me tournait le dos, que j'étais plus utile, que tout ce que j'avais fait avant ne comptait pas. Et ouais, ça a créé une espèce de dissonance avec les valeurs, en fait, pour lesquelles je m'étais engagé. Moi, personnellement, j'aurais aimé être reçu par mon chef déjà, pour qu'on en parle. Je pense que la communication, elle mériterait d'être dans les valeurs, tu vois, fondatrices. Mm. Euh, J'aurais aimé refaire un point sur ces valeurs, justement, sur mon sens de l'engagement, et pour pouvoir exprimer, en fait, là où je me sentais plus en adéquation, quoi. Mais je me suis rendu compte également que, bah, comme on disait tout à l'heure, l'attrition, le manque de personnel fait que, bah, il y a toujours autant de missions et qu'on est un peu sursollicité. Et c'est vrai que l'humain, en tant que système d'armes, d'accord, j'aime bien dire ça, moi, l'humain en tant que système d'armes, bah, il n'est pas forcément bien préservé. Il n'est pas forcément bien éduqué. On ne met pas forcément tous les moyens sur ce système d'armes. Et en fait, moi, c'est ce qui m'a un peu gêné à un moment donné, c'est que je me suis dit, merde, l'humain, c'est la première ressource. Et on préfère des fois mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens et d'argent dans du matériel. Mm. Et parfois, et attention, c'est que mon analyse, au détriment de l'humain. Il y a très peu de psychologues dans l'armée. D'accord. La cellule d'intervention psychologique de l'armée de terre, ils sont que 8. Je trouve Toute pas ça beaucoup. Comment? 8 pour toute l'armée de terre? Attention, la cellule responsable, on va dire, la cellule motrice. Moi, dans ma garnison, là où j'étais, dans l'est de la France, d'accord, Suippes, Mailly, Mourmelon, d'accord, il y avait qu'une seule psychologue. Zéro quand elle est partie en Guyane. D'accord. Ça, je pense que c'est des choses, si on voulait vraiment investir dans l'humain, selon moi, encore une fois, on mettrait les moyens. Dans les régiments, il y a ce qu'on appelle les BEH, d'accord, les bureaux environnement humain, qui sont souvent binomés, ou c'est souvent la même personne, avec des CFH, des conseillers facteurs humains. Voilà, ces cellules, elles sont une, deux, voire trois personnels pour 1 500 gars. D'accord. Selon moi, encore une fois, je ne suis pas un expert, hein, d'accord, c'est ridicule. Euh, donc voilà, pour moi, l'humain aujourd'hui, c'est une priorité. Je pense qu'il y a des belles choses à faire dans l'armée. On a des gars qui sont extraordinaires, en fait. On a des jeunes qui s'engagent, qui ont des vraies valeurs, qui ont un vrai potentiel, qui ont une vraie énergie. Maintenant, le but, c'est de les garder, en fait. C'est de les garder haut en énergie, c'est de les garder hyper motivés. Et on voit malheureusement de fait que ce n'est pas le cas, quoi. Et oui, le burn-out y est pour eux. Cette surcharge mentale y est pour beaucoup, ouais. Super, c'est hyper intéressant ce que tu nous apportes là. Et au niveau justement de ces psychologues, est-ce que finalement, tu disais que un militaire, qui plus est souvent des hommes, euh, n'ont pas forcément leur place, ne laissent pas suffisamment
la place aux émotions, ne laisse pas suffisamment écouter, en fait, prendre de la place sur tout ce qui se vit pour vous. Est-ce que c'est difficile pour vous, en tant que militaire, justement, de rencontrer un psychologue? Alors, bon, pareil, je vais parler pour moi, hein. Déjà, les émotions, personnellement, moi, je savais même pas que ça existait, tu vois, Oui, bah oui. le panel des émotions, le fait que l'émotion, ça a une fonction, le fait que ça veut dire, ça vient du latin movere, ce qui permet de mettre en action vers l'extérieur. Tout ça, je l'ai appris pendant mes formations. Et oui, en effet, d'aller voir un psychologue ou une psychologue, pour moi, hein, c'était inconcevable. D'accord? C'est honteux. Alors déjà d'aller voir l'assistante sociale, c'était honteux pour moi. Mm. C'est voilà, c'est bref. Mais d'aller voir un psychologue, c'est très mal perçu. On a une fiche quand on passe nos analyses médicales une fois par an qui s'appelle le CJCOP, d'accord, qui fait un état des lieux de ton de l'individu en fait, de son adaptabilité ou de sa capacité à être engagé. Et c'est noté de 1 à 4 ou 5, je ne sais plus. Si tu veux, 1, tout va bien, et 4, bah, ça ne va pas bien du tout. D'accord. Et sur le CJCOP, bah, le P, le dernier P, c'est pour psychologique. Donc, bah, tu as bien compris que si tu es P3 ou P4, les missions, tu peux les oublier. Ou comment dire, ça va avoir comme conséquence, bah, peut-être le retrait du port d'armes. Tu n'auras plus le droit de porter une arme. Tu seras plus présent sur les cérémonies avec de l'armement. Donc, tu es stigmatisé par tes camarades, par tes chefs. Tu vas plus sur le pas de tir, c'est bizarre. Donc, ouais, être P3 ou P4, c'est très sincèrement en unité, c'est C'est très voilà, mal. c'est pas, c'est très mal perçu. C'est comme si voilà, j'ai une image qui me vient qui n'a rien à voir, mais c'est comme si tu venais en tutu au boulot, tu vois. En tutu treillis. Voilà, en tutu treillis avec ton rouge à lèvres, tu vois. Donc non, ça n'a. Donc alors je pense que les mœurs elles s'ouvrent avec la diffusion de la blessure psy, avec l'évolution, hein. Les jeunes, ils ont accès à YouTube maintenant, ils sont un peu plus éveillés, je pense, qu'on ne l'était avant. Ça crée des, je pense que ça crée des choses négatives dans le sens où, bah, oui, d'avoir trop tendance à s'écouter, bah, ça nous aide pas. Parce que des fois, c'est bien de se dépasser, d'aller un peu au-delà, mais de revenir à soi de manière régulière et individuelle ou collective, bah, ça peut aussi faire du bien. Bah tiens, c'est qu'est-ce que je vis comme émotion, qu'est-ce qu'elle me signale, pourquoi je suis toujours en colère, d'accord? C'est de la colère après qui? Pourquoi j'ai tendance à toujours m'énerver? Euh, Bah ça, ouais, de pouvoir mettre des mots. Les psychologues aident à le faire, d'accord? Il y a des très bons psychologues qui sont très à l'écoute et qui aident. Maintenant, voilà, le fait qu'ils soient en minorité et qu'on n'ait pas forcément tendance, alors l'occasion d'aller les voir, l'envie d'aller les voir, Ah oui, c'est ça déjà. et puis eux qu'ils soient aussi disponibles, bah ouais, pour poser des mots sur ces choses-là un peu qu'on vit à l'intérieur, bah ouais, c'est pas évident. Ouais. Et sur des missions très compliquées, comme la deuxième dont tu nous as parlé, là on parle de mort de frères d'armes. Est-ce que spécifiquement sur ces missions-là, il n'y a pas plus de psychologues qui viennent dans des écoutes psychologiques ou pas forcément? Alors pareil, je vais parler de mon cas. Moi, j'ai jamais eu affaire à un psychologue en mission déjà. Malgré les morts, malgré les attaques, malgré les attaques suicides, que ce soit en Afghan ou au Mali. Je sais que ça se fait, d'accord? Des fois, il y a des cellules psychologues, enfin, des cellules psychologiques, pardon, qui sont déployées sur des événements graves, on va dire. Moi, je l'ai jamais eu. Euh, j'ai pas mal de camarades, pareil, qui n'ont jamais reçu ce soutien psychologique ou au moins cette écoute. Euh, Ce que je vais te dire, c'est que tous ceux qui m'appellent aujourd'hui, ils ont manqué de cette écoute. Et quand ils l'ont eu, malheureusement, parce qu'elle est présente au SAS, dans les SAS de fin de mission, pour ceux qui ont la chance d'y aller, euh,
ils n'ont jamais eu ou ressenti en fait cette espèce d'alliance thérapeutique, tu sais, qu'on appelle en coaching. Bien Il n'y a sûr. jamais eu cette synchronisation. Euh, et encore, c'est mon analyse pour plusieurs raisons. Les psychologues, ils sont à minima lieutenants dans l'armée. Euh, Ceux en général, et pareil, je fais une généralité, mais ceux en général qui vont être au contact, bah, tu vas avoir beaucoup de militaires du rang et d'officiers. Donc tout de suite, ça crée une hiérarchie en fait À la dans hiérarchie. dans le rapport d'humain à humain. Le soldat, lui, il voit le grade. D'accord. Il voit pas le psychologue ou les oreilles ou l'écoute. Lui, il va d'abord voir le grade. Donc, il va pas tout dire, il va pas se confier, il va pas se livrer. Et encore une fois, je généralise. D'accord. J'imagine qu'il y en a qui le font, mais c'est d'après les retours et d'après mon expérience. Ensuite, c'est vraiment pas évident pour l'avoir vécu au SAS de parler à un psychologue qui a fait très peu de missions opérationnelles, voire jamais, parce qu'on a un langage un peu particulier entre nous. On utilise beaucoup d'acronymes, de mots spécifiques. Et Mhm. quand on... Et c'est les retours que j'ai eus, mais moi, ça m'est arrivé aussi. Quand j'ai un psychologue qui, toutes les 15 secondes, m'arrête pour me dire, tiens, ça veut dire quoi une BOAT? Tiens, ça veut dire quoi un CAS? Tiens, ça veut dire quoi un TIC? Bah, en fait, ça coupe le dialogue. C'est difficile, c'est finalement comme si vous parliez à un psychologue qui n'est pas forcément militaire quelque part. Et ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un peu de ça. Et comme je te disais tout à l'heure, les 80-20, les psychologues, bah, malheureusement, ils sont très peu nombreux. Imagine que sur ces psychologues peu nombreux, tu en as 80 qui restent en base arrière ou en France, et tu n'en as que 20% qui vont être déployés. Et sur ces 20%, bah, tu en as encore 20%. Tu vois, enfin, tu vois donc Très peu. c'est très peu. Je pense qu'il y a un petit axe, voire un gros axe d'amélioration à faire de ce côté-là. Est-ce que tu pourrais nous confier, tout à l'heure tu nous as parlé que tu étais allé en Suisse pour expérimenter une méthode qui t'a beaucoup aidé pour sortir de ce stress post-traumatique. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Oui, bien sûr. Ouais. Alors juste avant, moi, si tu veux, j'ai toujours caché un peu ce stress post-traumatique. Et même limite, je me rendais même pas compte. Donc, le gros point noir, c'était la violence. Voilà, moi, j'ai étranglé ma femme pendant son sommeil. Je tapais sur mes enfants, enfin, de manière violente. Je cassais tout dans la maison. Euh, donc ça, c'était vraiment les symptômes, plus les paralysies. Et si tu veux, quand j'ai divorcé, après, je me suis remis en couple avec une femme donc, qui habitait en Suisse pour le coup. Et les violences et puis les pétages de plomb, l'hypervigilance est revenu. Sauf qu'elle, elle avait une approche un peu différente. Elle était coach déjà, donc elle m'a beaucoup aidé à verbaliser. Et en fait, pendant que j'étais là-bas, j'ai découvert que, via une psychologue avec qui j'étais en formation, que cette femme avait fait, la psychologue, elle avait fait une thérapie suite à des traumas d'enfance qu'on appelle une thérapie sous psychédélique. D'accord. Donc en Suisse, ils utilisent la MDMA et la psilocybine. D'accord. La psilocybine, c'est foncièrement, c'est ce qu'on appelle des champignons hallucinogènes. J'ai découvert que ça, c'était légal là-bas et qu'il y avait des études qui montraient que bah, tu avais des grosses réussites dans cette expérimentation, comment dire, dans ce suivi médical, parce que c'est toujours accompagné avec la prise de ces substances. Et, euh, et donc, bah, j'ai décidé de sauter le pas. J'avais déjà eu une info sur Paris quand j'avais bossé dans des milieux, on va dire, un peu high, un peu, comment dire, la bourgeoisie, on va dire. Je ne sais pas si on peut dire ça. Mais voilà, il y avait un psychiatre, enfin un psychanalyste, pardon, qui me l'avait déjà proposé sur Paris. Moi, j'avais refusé parce que je voyais ça comme une drogue et j'étais très méfiant. Et en Suisse, quand j'ai vu que c'était légal, qu'il y avait des études, je me suis beaucoup renseigné. Euh, et en fait, j'ai passé le pas et ça a changé ma vie, en fait. Voilà, très clairement. Ça m'a libéré de mes colères, de mes violences, de mon stress post-traumatique, en fait. Hein. Euh, comment dire, j'ai réussi à retrouver une espèce de sérénité et d'émerveillement, on va dire, dans la vie normale. Euh, j'ai, j'ai plus ces symptômes d'hypervigilance,
des espèces de paranoïa, comme quoi tout le monde m'en voulait ou tout le monde devenait une menace. J'aime bien dire que j'ai reconnecté à l'amour. Tu vois, ça fait un peu, ça fait un peu bateau, tu vois, comme phrase, Non, pas du tout. mais, mais j'ai vu en fait et j'ai ressenti dans mon corps ce que c'était l'amour. Et je l'ai même visualisé hein, avec une espèce d'hallucination. Et ça, c'était assez puissant. J'ai vu aussi l'origine de mes traumas. Parce que cette substance, ça te permet d'avoir un accès illimité à ta conscience. Donc Mhm. moi, je suis retourné dans le passé et j'ai revécu des scènes du passé très fortes. J'ai revécu certains événements d'Afghanistan. J'ai revécu un événement en particulier au Mali. Et si tu veux, le fait que cette substance, elle libère l'amygdale, bah, ça m'a permis de changer ma perception sur ce qui m'était arrivé. Bien sûr. Et ça m'a permis de pardonner. D'accord. J'ai pardonné vraiment à des gens pour qui j'avais beaucoup de colère. J'ai remercié d'accord, ce qui m'était arrivé parce que ça m'avait permis de comprendre beaucoup de choses sur moi et puis sur le milieu dans lequel j'évoluais. Et puis, ça m'a permis surtout de me libérer d'un poids énorme, en fait, d'un monde que je trouvais noir. Bah, j'ai commencé à revoir pas mal de lumière, en fait. J'ai retrouvé de la tendresse pour mes enfants, j'ai retrouvé l'envie de faire du sport, mais avec bienveillance, tu vois, sans me faire mal, sans aller au bout, tu vois, sans aller jusqu'à la douleur. L'envie de cuisiner, l'envie de faire plaisir, euh, et puis de casser, de me libérer de mon ego. Tu vois, c'était ça le truc puissant, c'est que d'arrêter de me mentir à moi-même, en fait. Bah ouais, je suis pas le guerrier que j'aurais aimé être. Je suis pas l'homme fort que j'avais vu à la télé, qui voulait impressionner mes parents. Bah Mm. non, en fait, moi j'avais besoin de douceur, de tendresse, de moments calmes, de connexion avec les gens, de me réconcilier avec ma mère. Tu vois, toutes ces choses-là, en fait, elles me sont apparues pendant cette thérapie voilà, qui dure presque 6 heures, mais qui est vraiment un bouleversement euh, pour les soldats, je pense, qui sont atteints de SPT, mais aussi pour tout ce qui est addiction, tout ce qui est mal-être, tout ce qui est anxiété chronique. Voilà, ça a vraiment un effet assez fort, là. Et donc, tu utilises maintenant cette technique avec les personnes que tu coaches? Alors, euh, officiellement, d'accord, donc il faut rappeler que ça, c'est illégal en France, Mhm. d'accord. C'est quelque chose de totalement illégal et qui est pas encore, on va dire, qui est pas encore reconnu en France. Mais oui, tu vois, je vais te dire la vérité, oui, je l'utilise avec les gars qui sont venus me voir. Moi, j'ai commencé à en parler à un de mes meilleurs potes, d'accord, voilà, avec qui j'ai fait pas mal de missions et qui était vraiment dans une colère et un profond mal-être. Et quand j'ai vu les résultats que ça a eu sur lui du jour au lendemain, le gars, il a pu changer de vie, en fait. Il a pu passer à l'étape suivante euh, pour se reconnecter à lui, en fait, pour qu'il commence à se faire du bien. C'est un mec qui était enfermé dans son appartement alcoolique et suite à une mission compliquée en Afghan, qui n'avait pas eu la reconnaissance de l'armée, qui en voulait à la terre entière, tu vois. Et du jour au lendemain, il a arrêté de boire et il a déménagé à côté de sa famille, tu vois. Alors que ça faisait 8 ans qu'il était dans son appart en train de. Donc, ouais, ouais, j'ai décidé de l'utiliser essentiellement avec bah, pour mes potes, déjà, dans un premier temps. Et puis après, voilà, de manière un peu plus. Euh, des personnes que je connais moins, mais qui me suivent un peu sur les réseaux. Voilà, de manière un peu sporadique. Voilà, les gens, ils entendent parler de moi, on discute. Et puis, je leur propose cette séance que je fais. Voilà, beaucoup m'ont dit que c'était dangereux, que je risquais gros. Maintenant, moi, j'aurais aimé avoir ça avant de tout foutre en l'air dans ma famille. Euh, J'aurais aimé, enfin, je trouve pas ça normal qu'on laisse des soldats, des mecs qui ont servi leur pays, dans un espèce de mal-être Mm. ultra violent. Clairement, les mecs, c'est des bombes à retardement, hein. Je te dis, moi, j'ai emmené un pote en prison hier parce qu'il s'était violemment battu contre des gens qui lui avaient presque rien fait en plus. Et bah, je me dis, ouais, merde, on est en 2024, comme tu disais tout à l'heure. Ça existe. En Suisse, c'est légal. Aux États-Unis,
D'accord? Il y a un ancien SEALS qui a monté sa boîte et qui accompagne les militaires blessés psy en stress post-traumatique avec cette méthode. Bon, je pense très sincèrement qu'il va être temps d'arrêter de faire des recherches parce que ça fait depuis 70 ans qu'on a trouvé le remède au mot, d'accord, MAUX, Mhm. d'une société. Alors, je ne dis pas que c'est magique, même si je le pense très, très foncièrement, parce que après, oui, il y a une discipline à mettre en place, il y a une rigueur, il y a la bonne alimentation, retrouver un bon sommeil, s'entourer des bonnes personnes, reprendre une activité physique. Donc voilà. Mais ça permet quand même c'est quand même un bon tremplin pour aller mieux. Et les expériences scientifiques, les recherches scientifiques, les études scientifiques le montrent, le démontrent dans beaucoup enfin particulièrement en Suisse en fait, où la recherche a repris depuis 2013. Maintenant, voilà, il va être temps qu'en France, bah, on ose, même si ça met une petite claque au pharma, parce que oui, moi, tous les mecs que je vois qui sont sous médicaments, beaucoup en tout cas, et je dis pas, je fais pas une généralité, mais beaucoup en tout cas, ont plus d'effets secondaires négatifs qui les tirent vers le bas Oui. que de positifs. Voilà, disons-le clairement. Les militaires que j'accompagne qui prennent des cachetons, soit ils ont pris 40 kilos, soit ils ne dorment plus la nuit, soit ils ont plus de libido, ils ont divorcé, ils ont plus de vie amoureuse, euh, mais il n'y a pas de mieux-être. Et ça, pour moi, ça s'apparente, encore une fois, j'utilise des mots forts, hein, ça s'apparente pour moi à de l'empoisonnement. Et, et je le dis très clairement aux psychiatres et aux médecins que je rencontre, euh, est-ce que vous seriez prêt à prendre ces médicaments? Combien de patients vous avez guéris? Est-ce que vous faites preuve de consentement éclairé quand vous prescrivez ça, quoi? Euh, et ça, aujourd'hui, je pense que c'est mon combat et pour avoir servi, on mérite d'aller bien, en fait. Oui, clairement, l'institution pourrait mettre justement à votre disposition des techniques comme celle-ci, par exemple, pour vous remercier, entre guillemets, d'avoir servi. Ouais, je sais pas si c'est nous remercier, mais c'est au moins avoir le juste retour de notre engagement. Euh, c'est pas normal de voir il y a des héros de guerre en fait en France, pas des mecs qui font le mal, non, mais des mecs qui ont vraiment lutté pour la paix, qui ont vraiment été au bout d'eux-mêmes, qui ont fait des choses qui sont difficilement racontables parfois et qui clairement on laisse un peu sur le carreau quoi. Et enfin moi je vois, pour moi c'est dur d'entendre ces mecs-là, de me dire waouh, les mecs ils ont foutu en l'air leur famille parce que un peu la gloire, tu sais, l'orgueil, parce que la beauté du métier, servir la France, servir la paix. Euh, Par contre, quand tout s'arrête, quand la machine elle s'arrête, ton téléphone il s'arrête de sonner, tes potes ils t'appellent plus ou ils te reconnaissent plus ou tes chefs, bah putain, ça fait mal en fait. Après, c'est Et tu te dis merde, j'ai donné 20, 25, 30, 35 années de ma vie et aujourd'hui bah je me retrouve, je suis à poil. J'ai plus grand chose. Même si c'est de notre responsabilité, on a signé, on sait pourquoi on l'a fait, on s'est bien éclaté. Il y a des moments extraordinaires et moi, je changerais ma vie pour rien au monde. Mais ouais, j'aurais aimé qu'on me dise un peu la vérité en disant, OK, quand il va t'arriver ça, c'est possible que tu plonges, c'est possible que tu as tel symptôme. Par contre, il y a des choses qui fonctionnent et on va t'aider à les mettre en place. Malheureusement, c'est pas encore le cas, tu vois. Pour moi, en tout cas, et mes camarades que j'accompagne, et que bah, c'est encore un calvaire, ce parcours du blessé. Et l'accompagnement, tu vois, il est pour moi pas à la hauteur de ce que j'aurais aimé. Et est-ce que justement, en fait, avec ce que tu proposes, est-ce qu'il y aurait la possibilité de le proposer à des, à, à tes collègues en interne à la fois prévenir aussi quand vous êtes avant de partir au front et d'y aller en tout état de cause et savoir ce qui se passe,
et en même temps aussi pouvoir accompagner quand il y a des problématiques. Est-ce que tu envisagerais par exemple de proposer ça dans des unités? Bah, moi, personnellement, non, parce que je pense que là, c'est vraiment un dispositif médical à mettre en place. Euh, je ne sais pas comment j'imagine la suite, mais oui, tu vois, je me dis qu'en partenariat avec des personnes qui veulent faire évoluer ce système, voilà, moi, j'en suis à 300 heures d'accompagnement, tu vois, ce qu'on appelle le set and setting, c'est de mettre les conditions favorables à un accompagnement comme celui-ci. Ouais, moi, j'adorerais collaborer avec des gens qui seraient prêts à mettre en place cela. Je pense que ça doit venir ouais, du monde médical en disant, OK, on met vraiment en place une structure et des choses très structurées. Euh, je pense que tout est possible, en fait. À partir du moment où il y a une volonté, il y a un chemin. Maintenant, voilà, c'est quelle volonté on veut mettre en place pour nos soldats. Qu'est-ce qu'on veut atteindre, d'accord, par rapport à ce qu'on constate aujourd'hui. Et après, il est possible de tout mettre en place, en fait. Enfin, voilà, si certains y arrivent, voilà, je vais citer la société TaraMind, Tara et Mind, Mind, de ce soldat des SEALs qui a monté ça aux États-Unis. Eux, ils ont réussi à le mettre en place et ça fonctionne avec des résultats plus que probants. D'accord. C'est qu'on est au-delà des 80% de réussite. Ah, super. Euh, donc, ça, j'invite tout le monde à aller voir un peu ces études-là et puis à contacter cette personne, Marcus Capone, là, qui est accessible et qui est génial et qui se bat pour ça. Oui, ça va pas être simple. Oui, ça va déplaire à beaucoup de gens. Maintenant, j'ai envie de dire à ces gens-là, enfiler une paire de Rangers, va passer quelques semaines ou quelques mois dans le désert à te faire cartonner euh, et reviens un peu nous parler de ton expérience. Parce que, euh, parce que ouais, clairement, c'est de la souffrance en fait que beaucoup vivent. Et à un moment donné, tu vois, les mecs 12 bin, tu vois, j'en ai un en message là, avec qui on parle depuis quelques semaines. C'est pas normal que ce mec-là, il soit laissé au placard et que personne ne prenne de ses nouvelles. C'est pas possible. Le gars, il va bientôt devenir clodo. Il a plus de revenus, s'est fait virer de ses tafs. Alors oui, j'ai envie de dire, c'est à lui de faire la démarche. Mais en vrai, non. On devrait avoir des cellules qui se battent pour aller chercher ces mecs-là et faire en sorte qu'ils aillent bien, quoi. Encore une fois, c'est mon avis, hein. Moi, je suis un éternel optimiste ou utopiste, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y a, ouais, il y a des choses à faire encore. Super, c'est hyper riche et hyper intense ce que tu nous partages, Richie. On pourrait échanger encore très longtemps, je pense, sur cette problématique et sur à la fois l'épuisement, le post-SPT. Comment on pourrait faire pour te rencontrer et si des militaires nous écoutent aujourd'hui, comment faire pour te contacter? Ouais, moi, enfin, je travaille essentiellement avec LinkedIn, LinkedIn ou Facebook. Sur LinkedIn, bah, comme tu le sais, tu peux me contacter sur mon, Richie sur, M. voilà, sur mon profil. Tu as Pritchy M. M, il y a une petite fleur à côté, c'est parce que mon nom de famille, c'est Marguerite. Et puis voilà, on échange en MP. Et puis voilà, on voit. Enfin voilà, moi, je donne des outils, je donne des conseils. Maintenant, c'est comme je disais hier à un after work, moi, je suis vraiment concentré sur mes camarades et sur la cause comment dire, de l'armée et puis des forces de l'ordre, des pompiers en général. Mais voilà, je suis en mesure de te donner tous les éléments, donner des liens, d'expliquer comment ça se passe, ma démarche, mon protocole. Et puis voilà, enfin, n'hésitez pas à poser des questions. Oui, justement, quelqu'un nous le demandait, Anne, est-ce que vous avez des questions à nous poser pour terminer? Doris nous dit merci pour ce témoignage si poignant et touchant. C'est très riche en enseignements. Merci d'avoir mis en place cet échange. Est-ce que des personnes, Anne, Oui, demandaient s'il y ça avait y est,
J'ai trouvé le micro pour le débloquer. Bonjour, bonjour Bonsoir. ici, on est connecté sur LinkedIn, mais on ne se connaît pas directement encore. Ok. D'accord. Alors, j'ai beaucoup de questions, mais je vais essayer d'aller sur les questions essentielles. Si. Déjà, j'avais une réflexion sur le traitement dont tu fais part. En fait, moi, je suis en train de travailler sur les différentes thérapies depuis le siècle dernier chez les militaires. Et en fait, ce que tu racontes, ça a été développé à la fin des années 20, suite à la Première Guerre mondiale, sous le terme de narco-analyse. Et en Ok. fait, la substance qui était utilisée, c'est un anesthésiant par intraveineuse à une dose modérée et en fait, c'est venu pour se substituer à l'hypnose. Et en fait, tout ça, ce sont des moyens qui permettent de nous dissocier et d'accéder directement au subconscient. Donc, si tu veux qu'on en reparle ultérieurement, je suis à ta disposition. Parce que je trouve que c'est assez passionnant, en fait. Et je sais qu'il y a des militaires. Alors, on est entre nous, donc je me permets, sans nommer qui que ce soit par ailleurs, que le terme qui a été employé, c'est que le SSA est gangréné par la psychanalyse et donc est fermé à toutes les thérapies holistiques, psychocorporelles, etc. Et c'est ce qui fait que actuellement, ça n'avance pas malgré les apports des différentes armées. Par exemple, le protocole 6C sur zone, dès que le soldat est choqué, qui a été développé par Tsahal, n'est pas connu, n'est pas appliqué. L'EFT, euh, qui est une technique pour libérer les émotions sur de façon très ciblée qui a été développée pour les vétérans d'Irak en 92. Euh, dans le libéral, fonctionne très bien. L'armée ne le connaît pas, ne l'utilise pas. Le MDR, le titulaire actuel de la chaire, ne le reconnaît pas, mais l'armée, d'une autre façon, le reconnaît et finance dans le public. Donc, il y a un vrai manque de cohésion, un vrai manque de connaissances. Mais on ne peut pas jeter la pierre qu'à l'armée. Parce qu'aujourd'hui, en fac de psycho, il y a des facs qui sont encore uniquement psychanalytiques. C'est-à-dire que même pour l'autisme, encore aujourd'hui, il y a des facs où on enseigne que c'est la faute de la mère. Donc, pour l'armée, on n'en parle même pas, quoi. Donc, Wow. Ah ouais, merci, hein, en tout cas, mais tu as entièrement raison, hein. L'EFT, c'est hyper puissant. C'est quoi que tu as parlé aussi? Tu as parlé de. Redis-moi. la narcoanalyse, le MDR, Ouais, euh, donc l'EFT, c'est génial, j'ai utilisé parce que ça permet de rendre les gens autonomes. Et tu peux l'utiliser de manière autonome sur tes libérations de trauma. quand tu es multitraumatisé, ça te fait sortir que sur celui sur lequel tu travailles. Parce que les techniques d'activation comme le MDR, tu peux travailler sur un trauma et au final te retrouver avec 10 qui sont sortis et D'autres. être Ouais, plus mal que, qu'à l'arrivée, quoi. Et donc, ouais, tout le monde. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas eu de l'hypnose aussi, pardon. Ouais, mais je suis d'accord avec toi, ouais, toutes ces médecines alternatives, c'est pour ça. Moi, j'ai vraiment ce sentiment ou cette vision que la révolution, elle va se faire par le bas. C'est-à-dire qu'il faut ne pas attendre que l'armée fasse ou que dans les études ou l'université, on enseigne autre chose, parce que ouais, c'est la psychanalyse en first. On sait que Freud, il a guéri personne non plus, hein. Il y a plus eu de patients qui se sont suicidés que de mecs guéris. Mais il dit Qu'on n'enseigne qu'il n'est pas pas là pour Carl guérir, Gustav Jung. qu'il est là pour chercher la cause. Il le C'est ça, dit ouais. en plus. Mm. C'est déjà problématique. Et Mais moi, ce que je voulais savoir aussi, enfin, je vas-y. suis assez choquée, malheureusement, c'est pas la première fois que je l'entends, sur Zone, euh, au niveau du débriefing, du diffusing, il y a pas de psychiatre sur Zone. Et en fait, moi, je me renseigne. En fait, il y en avait un, mais qui couvrait une très large zone et les militaires n'avaient pas l'information. Euh, le soutien à la famille, pareil, la famille a le droit à 5 ou 6 séances aujourd'hui, mais la formation, en fait, l'abus d'information tue l'information. Oui, oui. Après, Je ouais. veux... Après, oui. Ouais, tu avais parlé du 6C, je reviens là-dessus. En France ou dans l'armée française, on a imaginé un autre truc qui s'appelle le CORP, d'accord, premier soin psychologique en opération. Donc moi, j'ai eu la chance d'être formé à ça, mais comme tu l'as dit, en fait, c'est très peu diffusé. Ça reste vraiment très limité en termes de diffusion, même si on sait que ça marche.
Enfin, c'était la petite parenthèse. Et après, oui, en effet, il y a très peu de. Enfin, il y a un psychiatre au Mali, par exemple, sur l'ensemble des mecs qui étaient engagés. Pour le Mali, ça a fermé, mais moi, j'ai rencontré un psychiatre une fois qui avait demandé à me voir parce que moi, j'avais parlé des comportements déviants. Et encore une fois, libre à moi d'y aller, en fait. Libre à moi, il n'y a aucune obligation, entre guillemets. Et puis, quand tu es sur le théâtre, bah, tu es engagé dans ton boulot. Tu peux pas te prendre 2 heures pour aller voir le psychiatre et taper la tchatch ou te faire une C'est séance. plus cette crainte que ce soit dans le dossier et que ça desserve. Ça, c'est. Et encore une fois, oui, si c'est dans le dossier que ça dessert, voilà, tu as perdu la guerre, quoi. Enfin, tu as perdu ton poste ou ça peut être compliqué. Et- Et on n'a pas les façons de faire, tu vois. On ne sait pas discuter de ça, on ne sait pas parler de inconscient, subconscient, bien-être. Tu vois, moi, je bosse beaucoup avec la psychologie positive. Travailler sur ses forces, identifier les objectifs, comment dire, aller se reconnecter à soi et ce qu'on sait faire, tu vois, c'est encore très mystérieux, malgré que ça fait 30 ans qu'aux États-Unis, on l'utilise. Et j'ai le sentiment que, ouais, c'est d'abord, on s'occupe des véhicules, et puis l'humain, on verra après, quoi. euh, En fait, le titulaire actuel de la chaire de psychologie et de psychiatrie déjà ne reconnaît pas l'appellation de stress post-traumatique, en disant que c'est une création post-Vietnam, puisqu'elle est apparue dans le DSM en 81, en disant Ouais. que le stress s'oppose au trauma. Il faut dépasser ce genre de théorie, comme la psychose s'oppose à la névrose, tout ça, c'est psychanalytique. Et il y a un moment où il faut comprendre que le corps, il exulte parce que parce que le cerveau est en souffrance et il a mis des moyens en marche pour se protéger. Et il faut savoir aussi qu'il y a plus de morts aujourd'hui par suicide. Alors, la France ne communique pas ces chiffres, mais on le sait dans toutes les armées occidentales, qu'il y a plus de morts par suicide qu'au combat. Donc, il y a un Mm. moment où ils font des gros efforts de recrutement, les gens quittent l'armée. Il faut se poser des vraies questions parce qu'on nous parle de la reconstruction constamment par le sport, mais avant, ce qu'ils oublient, c'est qu'il y a le soin. Et là, ça pêche vraiment, quoi. Ouais. Bah, après, la reconstruction par le sport, pareil, on pourrait en parler. Je pense qu'on en reparlera un peu plus en privé, tu vois, mais oui, il y a encore des efforts à faire, et comme je te dis, je pense que ça va venir par le bas et à commencer par le fait de verbaliser les choses. Moi, j'ai eu de la chance, tu sais quoi, j'étais incapable de verbaliser quoi que ce soit il y a encore 3 ans. Et c'est beaucoup le cas pour mes camarades. En fait, c'est très dur de. Putain, qu'est-ce que j'ai? Quand il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas les mots, il n'y a pas eu des cours, il n'y a pas eu de. Tiens, c'est. Putain, mon corps. Ah, mon corps, il me parle, en fait. Ah, d'accord, ouais, Putain, quand j'ai une boule au ventre, ça veut dire que mon corps, il me dit quelque chose. Bah non, ça, t'as une boule au ventre, tu la fermes et Vous puis êtes préparé à mourir, t'avances, quoi. mais on vous parle pas du stress post-traumatique quand vous engagez? Vous Sur- savez que vous risquez votre vie, mais pas votre... Surtout pas. En fait, Sinon, en fait, qu'est-ce que déjà, les Aux surtout pas. États-Unis, ils le font. Aux États-Unis, ils le font. Alors, je sais que depuis ça doit faire 1 an ou 2 ans, c'est vu qu'il y a la multiplication des associations et puis des mecs qui écrivent des bouquins. Je sais qu'il y a des sensibilisations à Saint-Cyr qui sont faites, à Saint-Mexan, de plus en plus. Mais je vais te dire pareil, c'est moi mon approche, hein. Quand tu es un soldat et que tu t'engages dans l'armée, ça t'intéresse pas, ça. T'as pas envie de savoir. Toi, tu veux savoir c'est quand la prochaine mission. Est-ce que tu vas avoir suffisamment de temps pour te préparer? Est-ce que tu auras suffisamment de munitions? Est-ce que tu auras ta radio avec les bonnes piles pour pouvoir parler aux avions? C'est ça que tu veux savoir. De te dire, tiens, potentiellement, tu vas te faire allumer, on va te tirer dessus, tu vas avoir une effraction traumatique, ton amygdale, il va se suractiver, tu vas rentrer, tu n'auras plus d'émotion, tu vas avoir une certaine irritabilité, tu vas peut-être plonger dans l'alcool, tu vas être violent avec ta femme. Ben ça, moi, je n'avais pas On envie vous d'entendre dit ça, pas tu vois. que l'alcool est un dépresseur? C'est Comment? simple comme phrase. On vous dit pas que l'alcool est un dépresseur, c'est une Ah phrase non, simple. ah non, moi j'ai eu 2 médecins de l'armée, ils m'ont dit que c'était d'excellents anxiolytiques. Et tant que je C'est faisais pas du, vrai. et tant que je faisais du sport, il valait mieux continuer. Voilà, Non. ça c'est véridique, hein, ça fait mal. Ça fait mal. Non. Mais j'ai eu. Et si tu veux, moi, vu que j'étais un peu. Enfin, je suis pas un mec brillant, tu vois, je suis pas un mec d'université, j'étais un peu simplet, Ça bah, veut j'ai dit rien dire. reçu. Bah, je dis reçu, tu vois, je dis ok, bah, c'est bon, on continue comme ça, en fait. Et bah oui, j'ai appris.
pas très longtemps que l'alcool, ça a un impact négatif, tu vois, sur la psyché. Mais ça, tu vois, je l'ai appris que sur LinkedIn avec des posts ou en étudiant ça, en me disant, enfin, j'ai fait un an de sevrage, tu vois, où j'ai arrêté de boire. J'ai vu, Bravo. j'ai, j'ai vu les bienfaits que ça m'avait apporté et je me suis dit, ouais, ok, l'alcool, c'est pas un bon truc en fait. Mais ça, si tu veux, à l'armée, l'alcool, c'est toléré, tu vois, c'est un peu notre médicament, hein. Si tu fermes une popote, il y a un espèce de mouvement syndicaliste qui se crée. Euh, les soldats, on ne veut plus travailler, tu vois, si la popote, elle est fermée. Tu vois, je caricature un petit peu, mais il nous faut notre petite bière après l'émission pour décompresser. Mais pareil, Boire hein, le... sur le porte-avions, quand ils ont limité, et encore, aujourd'hui, on peut encore consommer c'est 1 ou 2 verres par jour par personne. Il y a un système pour le contrôle. Oui, Et les mecs ont fait la gueule, quoi, hein. Il y en ouais, a qui voulaient même plus venir boire un verre parce que l'alcool ne coulait plus à flot, en fait. voilà. Bon, tu me diras, Et, tu me diras, ça leur fait du bien au final. et la dernière chose, j'avais posé une question à l'ancien DRH de la Défense en Ouais, disant, mais pourquoi t'as pas d'étoile sur ton truc, là? T'es général et t'as pas d'étoile? ouais, Et parce qu'il était contrôleur général des armées, en fait. Et il d'accord. m'a dit, c'est pour ne pas avoir de lien de supériorité ou d'infériorité avec la personne que je viens contrôler. Et je trouve que ça, par rapport à ce que tu as dit, ça pourrait être hyper bien d'appliquer aux psychologues, en fait. Ouais, c'est intéressant ça, ouais. C'est très intéressant, ouais. C'est une bonne idée. Comme ça, au moins, on est d'égal à égal, juste d'humain à humain, et pas forcément de intégrer la hiérarchie dedans. Exactement, ouais. Ouais, très bonne idée. Exactement. Merci beaucoup. Alors, on a d'autres questions. Il y a Bruno qui demande si il existe des livres à recommander sur la méthode TOP. Oui, 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 bien sûr. Edith Perrault-Pierre, elle a écrit 3 livres. Tu tapes sur Amazon méthode top. De mémoire, il y a 3 livres et moi, j'ai le petit blanc et vert là qui est très bien, qui explique très bien la méthode. Et il y a aussi un jeu de cartes. Bah, tiens, je crois que je l'ai là d'ailleurs. Il y a aussi un jeu de cartes du site Optimiser mon potentiel de André Pisani qui a fait un petit jeu de cartes où tu as tout qui est expliqué en fait en jeu de cartes. Alors attends, vas-y, je regarde si je l'ai. Et il est très très bien fait. Et, et attends, et non, je ne l'ai pas pris. Non, pardon, je pensais que je l'avais pris, tu vois. Et donc voilà, il y a ces 2 choses-là que je recommande. Et puis il y a des moniteurs top un peu partout en France hein, maintenant qui forment à la méthode. Et voilà, Et d'ailleurs, pour la petite histoire, cette méthode vient justement des militaires, mais elle est utilisée également dans d'autres métiers. À l'heure actuelle, souvent, d'abord, certaines méthodes viennent d'abord de chez les militaires avant d'être expérimentées au sens plus large dans le grand public. Et Doris nous demande, est-ce qu'il serait possible de parler de corps aux soldats? Oui, alors, pour peut-être préciser la question, peut-être elle n'est pas très claire. Ce qui m'a frappé quand tu disais justement en fait que il y a jamais personne qui parle du système corporel, on a honte de parler justement de la psyché parce que voilà, il faut rester fort devant ses camarades. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen justement de parler du stress? Annie disait tout à l'heure, oui, il y a 132 symptômes répertoriés, justement qu'on se base plutôt de parler de psyché parce que apparemment difficile, de parler au moins de symptômes, de conscientiser en fait ce qui peut se passer et fur et à mesure de dire ok, quand c'est en stress, voilà, tu peux avoir ça et ça, prends-en soin, fais attention à ça, ton corps te parle, il te dit quelque chose. Est-ce que c'est envisageable? Parce que moi, ça m'a frappé l'expérience que tu as racontée de la méthode que tu as appliquée dans cette dernière mission au Mali, où tu as voyé tes camarades heureux avec un sourire. Bah, c'est quand même incroyable, hein. Donc, c'est des témoignages aussi, peut-être comme que tu pouvais peut-être faire, euh, ouais, faire part à ta hiérarchie, c'est quand même pas rien. ouais, ouais, je suis d'accord. Euh, je voulais dire un truc, mais Ouais, ouais, je de, t'ai interrompu, de pardon. parler du corps, déjà, tu sais, le corps, c'est un peu notre outil de travail. Et en fait, c'est un peu comme si tu étais un couteau et que, à un moment donné, si tu coupes plus, bah, t'as pas forcément d'utilité, tu vois.
Et moi, j'ai fait partie de ces. Je vais prendre un gros mot, tu vois, pour bien appuyer sur le terme. J'ai fait partie de ces connards qui, qui mettaient à mal les soldats quand ils arrivaient, qui disaient, ouais, moi j'ai été blessé ou moi je suis malade. Et moi, ces mecs-là, bah, je les renvoyais chez eux et je les snobais un peu, je les sortais de mon bureau en leur disant très clairement, bah écoute, on n'a pas besoin de toi, tu dégages quoi. Euh, Moi, je dis pas que c'est la majorité, tu vois, mais c'était mon état d'esprit. Parce que ouais, si ton corps il va pas bien, bah Mm. tu Mentalement. T'as pas d'utilité, quoi. Mm. pas d'utilité. Alors que bah voilà, c'est justement là où il faut avoir des points de vigilance et pouvoir faire du préventif quoi. Euh, Après, comment en parler dans la méthode top? On parle du stress et on parle de la phase de résistance puis d'épuisement. D'accord? Dans les cours qu'on reçoit et que moi j'ai eu la chance de faire, j'ai cette diapo où j'explique, où je fais tenir une bouteille d'eau, tu sais, aux gens à bout de bras. Et je leur dis, bah voilà, là, vous rentrez dans une phase de résistance. Mm. Et à un moment donné, si tu n'écoutes pas ou si tu ne mets pas d'action en place pour enlever ce stress ou voir vider la bouteille d'eau, bah, tu vas devenir épuisé, en fait. Tu n'auras plus de force pour lever la bouteille. Voilà, ça, je sais que c'est expliqué dans les cours, dans la formation, qui s'appelle la formation initiale top, entre parenthèses, qui s'appelle ORFA maintenant dans l'armée, optimisation des ressources des forces armées. Maintenant, encore une fois, c'est pas, voilà, c'est peut-être pas assez largement diffusé. Il y a beaucoup le SSA, comme tu disais, et le Bureau des sports qui ont ces qualifications et pas encore, selon moi, issus des unités de combat. Et pour moi, c'est un chef de groupe des unités de combat qui doit expliquer ça à ces mecs. Parce qu'il va utiliser le bon verbatim, les bons mots, la bonne intonation, les bons exemples pour que les gars, en fait, ils retiennent. Et c'est pas possible, justement, de former ces officiers ou ces SSA ou ces, je sais pas comment on dit, j'ai pas les beaux mots aussi, mais les personnes, justement, qui sont responsables pour, justement, avoir ces effets cascades et que l'information arrive avec les bons mots, avec la bonne intention aux gens qui sont, justement, concernés. En fait, Doris, tout est possible. En fait, il faut que ça parte de la bonne personne. C'est toujours pareil. Faut que ça, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Si demain, il y a un général qui voit cette interview et qui dit, OK, Mm. je veux que toutes les unités de mêlée, celles qui sont engagées dans des missions de basse ou de haute intensité, elles soient formées au top. L'armée, elle mettra l'effort et le budget et le Ouais. temps pour former. Mais tant qu'il n'y aura pas ça, parce que oui, ça va coûter, forcément, si on prend du temps ici pour former ces gens-là, on ne va pas prendre du temps sur des missions ou sur l'entretien des véhicules ou sur. Et donc, il y a un jeu d'emploi du temps à faire. Mais oui, justement, mais quand tu comptes ça, le temps et l'efficacité, les gens, au contraire, les gens qui sont épuisés, qui en peuvent plus et qui stockent et qui mettent sous pression et qui s'abîment avec l'alcool ou peu importe quoi d'ailleurs, hein, parce qu'à un moment donné, ça devient autodestructeur, eh bien, le temps que tu mets, même médicalement, à les soutenir, leur inefficacité, leur absence, voilà, ça coûte beaucoup plus cher que peut-être Donc, mettre en place des méthodes préventives, non? on est, Enfin, on est entièrement d'accord là-dessus. C'est quoi, je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, ça, c'est un dialogue à avoir. Maintenant, et encore une fois, c'est d'expérience. Malheureusement, et là, je fais un jugement et ça n'engage que moi. Maintenant, la seule personne qui va pouvoir initier ça, c'est une personne qui a vécu le stress post-traumatique, le burn-out, et qui s'est formée et qui a compris les bienfaits. Donc, on croise les doigts pour que cette personne, elle existe déjà. Je pense qu'il y a une volonté de fait de certains généraux de mettre en place des choses. Je pense au général Dupuy de la Grand-Rive qui a créé un village de blessés à Fontainebleau pour que les blessés puissent, etc., via la reconstruction par le sport. Maintenant, et c'est encore ça, c'est ma phrase à moi, le dépassement de soi, c'est bien, mais il va être temps d'initier un retour à soi. Parce que malheureusement, on est encore dans cette roue de hamster où on pense que aller mieux, c'est toujours continuer à se dépasser et à faire toujours plus. Alors que oui, pour l'avoir vécu, bah non. C'est retour à soi. On met un peu de calme sur le sport. On va plus faire du sport plaisir, détente. Arrêter les compétitions et l'orgueil et les reconnaissances que aller courir après une médaille. D'accord? Ce qu'on sait très, très bien faire.
et de commencer à se regarder un peu le nombril et à se dire, OK, bah, mon nombril, il va pas bien, en fait. Mon corps, il est cassé. Encore, Merci beaucoup, Richard. C'était vraiment très riche. Merci. je t'en prie, avec plaisir. On a une dernière question de Anne qui dit j'ai suivi un moniteur top qui pourtant sorti 3 SPT suite à une immobilisation pour blessure physique et en service. Et son psy du civil lui a dit que le CBD aurait apaisé et peut-être empêché la sortie du SPT, confirmé par sa superviseuse. Et la chia ne le savait pas. Est-ce qui est décrit dans les plans d'action en santé mentale depuis 2011 est mis en place, est-ce que c'est mis en place sur zone? Quoi, la consommation de CBD? Oui, Alors, euh, pareil, moi, le CBD, j'ai lu beaucoup d'études sur le CBD. Il y a plus d'effets négatifs au niveau des connexions neuronales, de la psyché, que d'effets positifs. Oui, ça a un côté apaisant. Non, c'est pas mis en place dans l'armée, ça, ce genre de conseil. Même si j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de, enfin, que certains de mes camarades, on leur avait préconisé ça. Je pense qu'encore une fois, il y a un manque d'éducation sur vraiment les études scientifiques et les cas concrets de ce que ça impacte le THC sur le cerveau. bien sûr. Déjà, ça crée une dépendance déjà. Et ça, c'est pas OK en fait. Et Il y a du puis, THC dans le CBD? comment? Il y a encore du THC dans le CBD? Bah, moi, j'ai un de mes camarades qui en prend de manière régulière. Et déjà, il m'a dit oui. Et oui, il a déjà été contrôlé positif alors qu'il fumait que du CBD. Donc oui, il y a forcément une dépendance et qui plus est, il y a un effet aussi au niveau neuronal et ce qui fait que à distance, enfin, c'est pas forcément ce vers quoi, en fait, finalement, ça va apaiser sur un temps T et mais pas dans la longueur. Pas dans la longueur, exactement. Merci Après, beaucoup. Et les plans d'action, ils sont mis en place ou pas? Depuis 2011, il y a plein de plans d'action en santé mentale pour le stress post-traumatique et j'ai l'impression que c'est pas mis en place. tu pars dans l'armée? Oui, le SSA, tous les 2 ans, 2011, 2013, 2015, ont émis des plans d'action en santé mentale justement sur les psys sur zone, etc. Et le nombre, enfin, je crois qu'il n'y a qu'une seule fois où un militaire m'a dit si j'ai vu un psy sur zone. Et normalement, ça devrait être. Enfin, j'ai l'impression qu'entre la théorie et la pratique, il y a un vrai fossé. Je pense que c'est pas un fossé, ouais. Je pense qu'il y a la mer Baltique entre les deux. Ouais. Après, je pense qu'il y a des choses qui sont mises en place. Tu sais, le SAS, après Ouzbin, ils ont mis en place le SAS. D'accord? Un SAS de fin de mission, 3 jours. Et ça, c'est très bien sur le papier. Maintenant, pour y avoir participé, il y a beaucoup d'améliorations à apporter euh, pour avoir un effet concret. Alors, c'est toujours pareil, oui, on met des choses en place. Maintenant, est-ce qu'on suit les résultats? Est-ce qu'on a des mesures concrètes? Pas des mesures avec un questionnaire en disant, ouais, est-ce que la bouffe était bonne, tu vois? Non, avec des vraies mesures. Ouais, il y a des faussetés, ouais. Je pense qu'il y a une volonté. Euh, mais encore une fois, quand tu mets en place quelque chose, bah, faut aller chercher les résultats et pas juste dire, ouais, on a mis en place un truc, ouais, super. Ah, c'est le général machin qui a mis en place, bravo, bravo mon général. Non, c'est quoi les résultats aujourd'hui en fait? Et comment on fait pour améliorer constamment ce qu'on met en place? Merci beaucoup, Richard, pour d'avoir accepté cette invitation, d'avoir répondu à toutes nos questions. Je donne rendez-vous à toutes les personnes qui veulent entrer en contact avec toi sur ton lien LinkedIn en direct. Pour tout ce qui est du collectif Burnout que je représente, nous sommes présents aussi sur les réseaux, sur LinkedIn, Insta, Facebook. Et tous les liens seront mis en bas de la vidéo sur YouTube. Donc, il y aura un replay qui sera mis sur ma chaîne YouTube et Richard pourra le transférer avec. J'espère que ce lien pourra être partagé au plus grand nombre et pouvoir aider de tes collègues justement dans ces problématiques.
Merci beaucoup en tout cas, et je vous donne rendez-vous en janvier. Cette fois-ci, ce sera une petite pause avec le burn-out des professions. Je vais faire une petite pause dans le sens où ça sera un grand webinaire sur 2 heures qui sera ouvert à toutes les associations de France qui accompagnent le burn-out. Donc, on va toutes se présenter les unes après les autres et ce qui permettra aux personnes qui sont en recherche d'accompagnement de nous trouver plus facilement. Merci beaucoup. Merci à toutes et tous pour vos questions. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions à Richard en privé si vous le souhaitez. N'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne fin de journée et au plaisir et des bonnes fêtes de fin d'année. Salut Annie. Merci, au plaisir. Salut, salut.